Bon, qu'est-ce qu'on fait pour mon salaire? Ça dépend. Ils sont toujours là les Burton fans? Ouais. Oui, ils sont toujours là, mais... Après, t'avais dit qu'on en reparlerait à la fin de l'émission, et là, comme elle est finie, je me disais qu'on pouvait peut-être commencer à en parler. Attends, t'entends? Je crois qu'ils essaient de pousser le portail là. Oh putain, ça va. Bonjour à toutes et à tous. C'est bon, ils sont pas rentrés, mais attends, tu fais quoi là? Ah mince, zut et zut, j'ai encore oublié ton salaire. Ah, tu peux pas savoir comment je m'en veux. Ça te dérange si on en reparle à la fin de l'émission? Oh mais t'es chiant là, c'est fait 2 fois. Bon à la fin de l'émission on en reparle. Hein. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinemax. Aujourd'hui, on parle de Hunger Games. Hunger Games est un film américain réalisé par Gary Ross et sorti le 21 mars 2012 en France. Ce film est le premier de la saga Hunger Games adapté des livres du même nom. Mais je vais pas faire genre le mec qui s'y connaît, je les ai pas lu les livres. Donc, le film commence sur un carton qui nous explique qu'un traité met en place les Hunger Games. D'ailleurs, j'aime beaucoup le nom du traité. On sent bien qu'il est bénéfique pour le peuple, mais on va pas s'arrêter sur tous ces petits détails parce que sinon la vidéo va durer 8 ans. Pour faire simple, tous les ans, chaque district de Panem doit envoyer un garçon et une fille entre 12 et 16 ans pour participer à une lutte à mort. D'ailleurs, c'est une référence au mythe de Thésée et je ne vous ferai pas l'affront de vous le résumer car vous êtes des gens intelligents et cultivés. N'oubliez pas de mettre un pouce vert. On est ensuite introduit au personnage de Katniss, joué par Jennifer Lawrence, qui est en train de réconforter sa petite sœur qui vient de rêver d'être sélectionnée pour les Hunger Games et qui flippe un peu du coup. Katniss lui chante une chanson et elle abandonne. Faut que j'y aille. Où ça? Faut que j'y aille, c'est tout. Grande sœur de l'année! Katniss part alors pour la forêt et on en découvre un peu plus sur le district 12, un lieu qui respire la misère et où les gens vivent dans la crasse, ce qui ne les empêche pas d'être parfaitement propres. Parce qu'on peut être pauvre et soigné. Là-bas, elle rencontre le personnage de Gale et on apprend que c'est le jour où les participants aux Hunger Games seront tirés au sort. Ça veut dire que Katniss a abandonné sa sœur qui venait de rêver d'être sélectionnée pour les Hunger Games le jour de sélection des Hunger Games. 5 minutes de film et je l'aime déjà pas. Katniss commence à taper la causette avec Gale, scène qui lui permet de sortir. Je veux pas avoir d'enfant. Comme ça, sans raison. Après ça, Katniss retourne au village pour le tirage au sort, et Gale nous montre qu'il est stupide. Elle est à 20 mètres de toi, elle ne t'entend pas! Donc il tire les participants au sort, et là je ne comprends pas. Ils essaient visiblement de faire monter un suspense concernant la fille qui participera au jeu, mais on sait très bien que ce sera Katniss. En fait, vous pensez qu'on est stupide. Catherine Maracas. Oh bah tiens, c'est pas moi. Ah bah alors, j'ai rien dit. Donc c'est la sœur de Katniss qui est tirée au sort pour éviter qu'elle parte, Katniss se porte volontaire pour prendre sa place. Ah oui, car dans toute dictature, ils ont un signe de main. Quant au garçon, c'est Peeta qui est sélectionné. En gros, tout ce qu'il faut savoir sur lui, c'est que c'est une victime. Pourquoi tu souris? Pour rien, pour rien. Donc avant de partir pour les Hunger Games, Katniss reçoit sa famille pour ce qui pourrait bien être leur dernière conversation. Et là, je suis obligé de faire une pause parce que cet extrait illustre parfaitement le personnage de Katniss. Katniss parle à sa mère peut-être pour la dernière fois, et au lieu de lui dire des trucs gentils et réconfortants pour l'aider à affronter le fait qu'il y a de fortes chances qu'elle meure, Katniss lui explique à quel point elle est faible, et lui reproche de s'être effondrée après la mort de son mari. Selon Katniss, sa mère n'est pas assez forte pour assurer la charge d'élever la petite sœur toute seule. Pas un mot d'affection, juste tu es faible et casse-toi. Après ces adieux si déchirants, Gale nous montre qu'il peut se téléporter. On entre comme dans un moulin ici? Et Katniss et Peeta partent pour le Capitole. 300 km/h et on ne le sent même pas. Oui, ça s'appelle le TGV, ça existe depuis 1981, tu ne devrais pas être impressionné. Durant le trajet, Peeta essaie de communiquer avec Katniss. Tu le connais ce type? Et Mitch? Bah réponds-lui! Katniss, c'est notre mentor. Il a gagné autrefois. Mais parle! Aussi chaleureuse qu'une porte de prison. En fait, ça vient du fait que depuis le début du film, Katniss a des flashbacks des soirs où elle dormait bourrée dans la rue et où Peeta donnait du pain au cochon. C'est tout. Après ça, ils sont présentés à Haymitch Abernathy, leur mentor joué par Woody Harrelson, que j'appellerai Woody tout au long de cette vidéo. Donc Woody est chargé de les former avant les Hunger Games. Comment trouver un abri? Passe-moi la confiote. Comment trouver un abri? Mais donne-lui sa confiture! Tu me passes la marmelade. Mais t'étais à 20 cm, ça t'aurait coûté quoi de lui donner sa confiture? Tu viens de tuer un beau set de table. Donc malgré ce meurtre purement gratuit, Woody explique à Katniss que pour gagner, elle aura besoin de se trouver des sponsors et que pour ce faire, elle devrait être gentille. Mais pour l'instant, Trésor, tu n'as pas pris un très bon départ. Tu l'as dit, Woody. Et ils arrivent finalement au Capitole. C'est immense. Non, je vais pas la faire. On a ensuite droit à une parade, l'occasion pour les tribus de faire grande impression sur les sponsors. Pour les besoins du show, Katniss et Peeta font semblant de s'apprécier. Ça s'appelle de l'hypocrisie.
Après ça, le film nous montre le dictateur en chef, le président Snow, qui lance officiellement les Hunger Games. Ensuite, on a tout un passage où on nous montre les tribus s'entraîner aux Hunger Games. Comme c'est pas très intéressant, on va le passer. Sachez juste que les tribus du district 1 et 2 s'entraînent jusqu'à leur 16 ans dans le but de participer aux Hunger Games et qu'ils sont donc très redoutables. Après l'entraînement, les tribus doivent passer un test pour obtenir une note. Lors du sien, Katniss, vexée de ne pas être le centre de l'attention, tire une flèche sur la pomme des juges. Merci pour votre considération. L'aimabilité à son paroxysme. Elle reçoit d'ailleurs un 11. D'ailleurs, c'est une note sur 12, mais pourquoi pas un barème sur 15 tant qu'on y est. Après ça, on a une scène pour nous dire que Snow ne veut pas que Katniss gagne, et un show télé pour que les tribus puissent racoler des sponsors. L'occasion pour Katniss de remettre une bonne couche d'hypocrisie. Quant à Pita, il a une toute autre technique. Est-ce que je sens la rose? Mais tout dérape quand l'animateur lui demande s'il a une copine. Voilà, il y a bien une fille qui me plaît depuis toujours. Mais elle ne savait même pas qui j'étais. En tout cas, pas avant le jour de la moisson. Qu'elle est venue ici avec moi. Il parle bien évidemment de Katniss. À votre avis, comment va-t-elle réagir? Une agression, tout ce qu'il y a de plus gratuit. Et en plus, pas n'importe comment, elle prend bien soin de l'attaquer par derrière pour qu'il ne puisse pas se défendre. Ça va pas! Tu me parles pas et tu dis à tout ce que je te plais! Alors déjà non, c'est pas lui qui ne te parle pas, c'est toi qui ne l'écoutes pas. Il t'a rendu désirable, ce qui dans ton cas peut pas te faire de mal, Trésor. Tu l'as dit, Woody. Mais après cette agression purement gratuite, Katniss est prise de remords et décide d'aller s'excuser auprès de Pita. Tu veux dire que tu ne tueras pas? À moins qu'elle ne veuille juste s'assurer qu'il ne soit pas une menace. Durant cette scène, Pita nous fait un bel exposé, il faut bien l'avouer, sur le fait qu'il veuille rester lui-même jusqu'au bout et ne pas avoir à se changer en un autre pour plaire aux spectateurs. Voyons ce que Katniss a à répondre. Je ne peux pas me permettre de penser comme ça. Ok. Alors je sais qu'après elle dit que c'est pour sa sœur, tout ça, mais ça ne justifie pas le fait qu'elle perde toute forme de dignité ou d'amour-propre. Ce que fait Katniss à ce moment-là, c'est de se soumettre aux règles d'un régime dictatorial dans le seul but de servir ses intérêts personnels. Ah oui, et aussi sa mère dans tout ça. Mais si, vous savez, la femme qu'elle a laissée en pleurs au début du film, on en reparle ou... Non? Pas envoyer la suite alors. Après ça, on est parti pour les Hunger Games. Et là encore, je ne comprends pas. Depuis le début du film, on nous répète que les Hunger Games sont un divertissement pour le peuple et qu'ils doivent le tenir en haleine. Mais alors, pourquoi ils commencent tous dans la même clairière? Les 3/4 d'entre eux meurent dans les 5 premières minutes, ça n'a aucun sens. Si les Hunger Games ont pour but de divertir le peuple, je ne vois pas l'intérêt à ce que ce soit torché en 10 minutes. D'ailleurs, on vient d'atteindre la moitié du film, et si vous ne voulez pas être spoilé, accélérez la vidéo jusqu'à ce timecode. Ce serait dommage de vous gâcher un tel chef-d'œuvre. T'aimes bien? C'était ironique. Donc Katniss part toute seule dans son coin pour faire ses petits trucs de chasseuse et on apprend qu'une alliance s'est formée. Je vois pas vraiment l'intérêt de la chose puisqu'à la fin ils seront obligés de se battre entre eux. D'ailleurs pas de chance pour Katniss car Pita fait partie de la joyeuse petite troupe et les autres tribus ont prévu de le tuer dès qu'il les aura menés à elle. Après ça, elle décide de continuer sa petite randonnée et arrive aux limites de l'arène. Afin de lui faire rebrousser chemin, les producteurs décident de faire un immense feu de forêt. Et pause. Pourquoi vous tirez des boules de feu si proche de Katniss? Parce que là, ça va juste la tuer et c'est pas terrible pour les spectateurs de voir leur favorite se faire cramer par l'équipe de production avant qu'elle ait eu le temps de se battre. Vous aurez juste pu faire un mur de flammes et la laisser faire demi-tour. D'ailleurs, elle est un peu stupide, Katniss, elle décide de longer les flammes vous venez de tirer une boule de feu sur Katniss dans le seul but de la tuer? Félicitations monsieur à la belle barbe, tu viens de devenir mon personnage préféré. J'aime beaucoup les images sur l'écran d'ailleurs, ça voudrait dire qu'ils ont mis un cadreur directement dans l'arène pour suivre les participants, puisque les autres caméras sont censées être fixes. Mais Katniss n'est pas au bout de ses peines, puisqu'après avoir échappé aux boules de feu, elle est prise en chasse par la petite alliance. Et là, elle décide de monter un arbre. Stupide, ouais. Histoire d'être sûr d'être encerclée et de n'avoir aucune échappatoire possible. Le groupe décide d'attendre qu'elle descende de là, ce qui n'est pas totalement dénué de sens et je rêve où il n'y en a pas un qui monte la garde. Là, elle peut faire tout ce qu'elle veut, Katniss, elle peut descendre et tous vous égorger dans votre sommeil sans aucun problème. Le lendemain matin, une petite fille nommée Rue arrive et dit à Katniss de faire tomber une ruche d'abeilles génétiquement modifiée sur le groupe de Pita, et comme il n'y a personne qui monte la garde, elle y arrive. Après ça, on a le droit à un flashback qui nous montre la mort du père de Katniss lors de l'explosion d'une mine. Et j'aime bien cette scène. Je trouve le symbolisme très intéressant parce qu'au lieu de nous montrer simplement le père mourir, le film nous montre le père descendre dans la mine, puis la cheminée du séjour familial exploser. Ce qui nous fait comprendre qu'on assiste non seulement à la mort du père, mais à la destruction du foyer plagiat. Est-ce qu'il y a une photo en noir et blanc sur la cheminée? Oui, on a bien une. C'est stupide. Le film se passe dans le futur et ça m'étonnerait que dans le futur on continue à prendre des photos en noir et blanc, à moins que les habitants du district 12 soient de gros hipsters et ça j'en doute.
En fait, le seul fait qui justifie que la photo ne soit pas en couleur, c'est pour nous montrer que la scène est vieille, mais elle est vieille par rapport au personnage. Pour nous, la scène est toujours dans le futur. Et on sait que le père de Katniss est mort, elle l'a dit au début du film. Donc on comprend tout à fait que cette scène se passe dans le passé des personnages. En fait, ils nous prennent juste pour des cons. Après ça, oui, je sais, j'utilise beaucoup cette formule, Katniss se réveille et apprend que Rue l'a soigné pendant tout le temps qu'elle combattait. Encore une fois, je comprends pas, c'est son adversaire, les deux ne peuvent pas gagner. Elle aurait dû la laisser mourir toute seule dans son coin pour avoir un adversaire en moins et gagner les Hunger Games. J'essaie de me mettre au niveau de Katniss. Katniss et Rue décident de mettre leurs forces en commun pour détruire les réserves de nourriture de la bande de Peeta. Elle décide d'un signal en cas de problème et on apprend que Katniss parle aux oiseaux. Vous vous attendiez à une réponse logique et cohérente? Ah là là, vous êtes mignons. Enfin bref, elle trouve un moyen de faire quitter leur campement aux autres, sauf qu'ils ont prévu des pièges. Il semble bien qu'ils ont enterré leur mine tout autour de la pile de victuailles. Sans déconner, on les voit à peine les gros monticules de terre tout autour de la pile. Mais sur place, Katniss retrouve son ennemi juré, les pommes. Non, je ne m'inclurai pas dans le montage, cette blague a déjà été faite trop de fois. Katniss tire alors une flèche sur le sac de pommes pour les faire tomber et déclencher les mines. J'aime beaucoup la manière dont le tas explose, ça voudrait dire qu'ils ont mis des mines directement à l'intérieur de la pile. Ça doit poser quand même certains problèmes. Tiens, j'ai une petite faim. Ouf, il reste une pomme. Donc les autres reviennent et ne remarquent absolument pas Katniss qui était plantée toute seule au milieu de la clairière. Elle part alors pour retrouver Rue, mais un autre tribu les trouve et lance sa lance sur Rue qui meurt sans émettre la moindre plainte. Ça c'est badass! Katniss décide alors de l'enterrer parce que c'est pas comme si elle était à 500 mètres d'un groupe de psychopathes dont le seul but était de la tuer. Sauf qu'ayant vu le meurtre de sa fille à la télé, le père de Rue pète un câble et démarre une révolution. Il sera très vite suivi par tout le district 11 qui est à présent à feu et à sang et vous utilisez un jet d'eau contre des révolutionnaires? Vous êtes une dictature qui organise des jeux où des adolescents se massacrent dans des arènes? Et vous utilisez un jet d'eau contre des révolutionnaires? Mais t'es qui toi, Gandhi? Quand t'es un dictateur et qu'une révolution commence, tu tires sur les révolutionnaires, c'est la base. Et pourquoi c'est forcément la mort de Rue qui commence une révolution? Les autres parents, ils n'étaient pas tristes quand ils ont vu leurs enfants mourir à la télé? Chérie, viens voir, il y a Bobby qui passe à la télé. Ah bah tiens, il est mort. Ah là là, sacré Bobby. N'a jamais été très doué. Ah ouais. Ah ouais, quand même, hein. Ouh. Bon, on mange quoi? Après ça, Woody va voir le producteur et lui demande de ne pas tuer Katniss, ce qui est dommage. Et il lui propose d'offrir au peuple un amour naissant afin de calmer la révolte du district 11. Une voix annonce alors aux tribus qu'il peut y avoir deux vainqueurs s'ils viennent du même district, parce que les règles on peut les changer comme on veut. Katniss décide alors de retrouver Peeta, elle cherche alors des indices dans les traces de boue. Qu'est-ce que c'est que cette matière? C'est de la merde. Elle finit par retrouver Peeta qui s'était déguisé en caillou, elle l'amène donc dans une grotte pour pouvoir le cacher, le temps que sa blessure à la jambe guérisse, et elle reçoit un parachute de Woody. D'ailleurs, je crois que Woody a un sens de l'humour bien à lui parce qu'ils ont besoin de médicaments et il leur envoie de la soupe. Pendant que Katniss nourrit Peeta, puisque sa blessure à la jambe l'empêche de bouger les bras, il décide de lui faire des avances. Je t'ai regardé tous les jours rentrer chez toi. Personnellement, je trouve ça flippant, mais ça a l'air de marcher puisque Katniss lui fait un gros câlin. En plus, j'adore ce qu'il lui dit. Dis quelque chose. Je suis pas très douée pour ça, Peeta. Alors rapproche-toi. En mode... je comprends pas là. En fait, il y a un léger sous-entendu, tu vois, il lui dit tu veux pas parler, bah on va faire autre chose alors. Bon, le temps qu'ils trouvent, on reprend le résumé. Le lendemain matin, ils voient leur annonce qu'ils vont donner aux tribus ce dont ils ont besoin à la corne d'abondance. Katniss décide d'y aller pour récupérer les médicaments pour Peeta, puisque le sens de l'humour particulier de Woody ne les aide pas vraiment. Et là, on a un passage que je n'aime vraiment pas. Je ne te laisserai pas risquer ta vie pour moi, je ne te laisserai pas faire. T'aurais fait pareil pour moi. C'est pas vrai? Pourquoi est-ce que tu fais ça? Alors déjà, pourquoi elle fait ça, elle vient de te le dire. Mais c'est pas ce qui me gêne le plus dans ce passage. Ce que je vous avais caché, c'est qu'avant de prendre le parachute de Woody, Katniss avait fait un bisou sur la joue de Peeta, et qu'avec la soupe, Woody avait mis un mot qui disait « tu appelles ça un baiser ». Sous-entendu, vas-y Franco ma grande, ça fera plaisir au public. Donc ce baiser n'a rien de mignon, son seul but est de faire plaisir au public. Une fois encore, Katniss fait ce qu'on lui demande sans poser de questions. Le lendemain, Katniss part chercher les médocs, et là, il y a un autre point que je ne comprends pas. Les produits pour les tribus sont dans des sacs avec leur numéro de district écrit dessus. Alors pourquoi ils prennent que leurs sacs? Ils auraient pu les prendre tous, garder tous les médicaments pour eux et laisser les autres mourir de leur infection.
Quoi? Mais au moment où Katniss va chercher le sac avec le numéro 12 et uniquement ce sac, elle tombe sur une fille du district 2 qui tente de la tuer. Je passe sur le fait que Katniss rate 2 flèches coup sur coup en étant à 2 mètres de sa cible et en étant supposée être douée à l'arc. Elles se battent et Katniss est très vite maîtrisée par son adversaire. Où est Joli Cœur? Oh, je vois. Tu es là dans le but de l'été. C'est mignon. Quand on tire, on raconte pas sa vie. Et là, un Deus Ex Machina intervient, tue la fille du 2 et laisse Katniss en vie, qui retourne voir Pita, et là, on a le droit à une scène qui peut prêter à confusion. Ça fait du bien. Coquine. Ah mais je viens de comprendre ce que tu sous-entendais tout à l'heure par on va faire autre chose. Le lendemain matin, ils sont totalement guéris de leurs blessures et décident de traquer et de tuer les autres participants. Pita en profite pour faire étalage de sa virilité. Faudrait qu'on chasse. On n'a plus rien à manger. D'accord, file-moi ton arc. Je plaisantais. Je vais aller cueillir des trucs. Pendant ce temps, le producteur décide de faire en sorte que les jeux finissent vite et décide de lâcher des chiens bizarres faits par ordinateur dans l'arène. Poursuivis par les créatures, Katniss et Pita se réfugient sur le toit de la Corne d'Abondance où ils sont rejoints par Cato, le dernier tribut encore en vie pour le combat final, le climax comme ils disent aux States. Donc ils se battent, Cato nous fait une jolie tirade sur le fait que qu'il vive ou qu'il meure ça ne change rien puisqu'il a toujours vécu dans le but de participer aux Hunger Games. Katniss le tue mais au moment où il pense avoir gagné, une voix annonce qu'en fait il n'y aura qu'un gagnant. Katniss et Pita décident alors de mourir ensemble en mangeant des baies empoisonnées. Mais la voix change d'avis et dit que merde, en fait, il y en aura 2 des gagnants. A la fin, le producteur meurt, Katniss et Pita doivent passer une dernière fois sur le plateau de Monsieur Cheveux Bleus. Woody en profite pour dire à Katniss ce qu'elle doit dire, c'est-à-dire qu'elle est folle amoureuse de Pita. Ce qu'elle fait. Allez, remets une nouvelle couche d'hypocrisie. Après ça, les 2 vainqueurs rentrent dans leur district, couverts de gloire. Voilà, c'était Hunger Games. Je suis obligé de dire que j'aime pas ce film. Non, on a compris. C'est toujours de l'ironie. Ah, je me fais tout le temps avoir. Franchement, ce film... Mais ce film... Bon, je vais essayer de mettre mes pensées en ordre, mais vu le film que je viens de me taper, c'est pas simple. On va déjà commencer par être honnête, tout n'est pas à jeter. Les musiques sont sympas, il y a une bonne petite critique du pouvoir des médias sur les masses, Woody est juste hilarant et certains moments sont plutôt bons. L'arrivée en char, le discours de Pita sur l'hypocrisie, la mort du père de Katniss, la tirade du méchant à la fin, bon, ça c'est pour ce qu'il y a de bien, mais après... Comme il faut bien commencer quelque part, on va parler de la réalisation. Et là, il faut saluer le professionnalisme de l'équipe technique qui a réussi à travailler malgré un séisme de magnitude 8 sur l'échelle de Richter qui a duré pendant tout le tournage. Mais regardez-moi cette caméra qui bouge dans tous les sens, on dirait que le cadreur est bourré. Vous imaginez si je faisais pareil avec mes vidéos? Victor, il commence à s'énerver dehors, je crois que les Burton fans aiment aussi Hunger Games, tu devrais peut-être couper la vidéo maintenant. Et alors tu penses vraiment que je vais tout arrêter pour une bande de rageux? C'est mon émission, je fais ce que je veux et s'ils sont pas contents, ils ont qu'à pas regarder. Tant qu'on est sur la réalisation, le film contient des erreurs qui me donnent envie de m'arracher les cheveux et de brûler mes vêtements. En restant dedans! Ces erreurs, on en a déjà parlé. Le 4 heures dans l'arène, des bombes dans la bouffe, une photo en noir et blanc alors qu'on est dans le futur. En plus, c'est con, c'est un des seuls passages qui était bien. Je pense que la plupart des défauts du film proviennent de son écriture. Déjà, le film est bourré d'illogismes. J'en ai déjà listé quelques-uns pendant le résumé, mais il y en a un que je trouve particulièrement gros et que j'aimerais détailler. Sur la fin des jeux, les prods font tout pour favoriser Katniss et Pita afin qu'ils gagnent et mettent fin à la révolte du district 11. Pour ça, ils annoncent qu'il peut y avoir 2 gagnants s'ils viennent du même district. Le peuple est au courant de cette annonce, comme les Hunger Games sont diffusés 24 heures sur 24 à la télé. À la fin du film, une nouvelle voix annonce que finalement il n'y aura qu'un gagnant, et que donc Katniss et Pita doivent s'entretuer. Ça n'a aucun sens. Le but de les faire gagner ensemble était de faire plaisir au peuple afin de mettre fin à la révolte du district 11. Et donc leur faire croire qu'ils peuvent gagner ensemble et à la fin changer d'avis n'a aucun sens. Ça fait juste passer les producteurs pour de gros connards, ce qui ne les aidera pas à calmer le peuple. Mais le pire, ça doit être les méchants. Donc dans ce film, il y en a 3, le producteur, le président Snow et les autres participants aux Hunger Games. Dans son livre, L'anatomie d'un scénario, John Turby nous explique qu'un bon antagoniste de film doit avoir le même objectif que le protagoniste. Ce qui est logique, sinon il n'y a pas de confrontation. Eh bien, regardons leurs objectifs. Le prod, lui, tout ce qu'il veut, c'est faire du show. Donc, Katniss peut gagner, ça ne le dérange pas. Les deux peuvent atteindre leurs objectifs sans entrer en confrontation. Le président Snow ne veut pas que Katniss gagne, mais à aucun moment il fait quoi que ce soit pour l'en empêcher. Mais merde, mais le mec c'est Gandhi, il est même pas foutu de tirer sur des révolutionnaires. Les seuls qui ont le même objectif que Katniss, c'est les autres tribus, et la plupart d'entre eux aident Katniss. Les seuls véritables adversaires de Katniss, c'est les tribus du 2, et on les voit à peine. Ils sont pas du tout développés, et le fait d'en faire des psychopathes n'arrange rien. On tombe dans une vision manichéenne de l'affrontement, ce qui fait perdre toute profondeur à l'histoire. Mais le pire de tous les personnages, ça doit être Katniss. Ils sont rentrés. Quoi? Tu dis pas du mal de Katniss! Oh, je vais me gêner. Tu dis pas du mal de Katniss! Déjà, elle est aussi chaleureuse qu'une porte de prison.
Mais c'est pas son seul défaut, loin de là, elle est aussi hypocrite et égoïste au possible. Tout le temps qu'elle est sur les plateaux télé, elle se contente de faire ce qu'on lui demande de faire sans poser de questions et ça continue dans l'arène. Et concernant son égoïsme, quand un personnage parle de quelque chose qui le fait souffrir, Katniss pense uniquement à ses intérêts personnels. Ma mère est triste, ma soeur va me pas dire « Putain mère, je vais passer pour une faible ». Elle n'a rien à faire de ce que peuvent penser ou ressentir les autres. Et je vous vois déjà venir avec vos commentaires du type « c'est une anti-héros ». Sauf que non, l'intérêt du film c'est de nous faire ressentir de l'empathie pour Katniss. Donc en faire une anti-héros sera contre-productif. De plus, le film essaie à plusieurs moments de la rendre sympathique, mais comme pendant les 3 quarts elle agit comme la dernière des connasses, bah ça ne marche pas. Mais tu ne comprends pas, Katniss est une femme forte, elle n'a pas besoin des hommes pour s'en sortir. Alors là, non. Pour montrer que Katniss est une femme forte, les scénaristes ont décidé de lui faire tenir tête aux hommes. Sauf qu'elle tient tête uniquement à certains hommes. Le reste du temps, elle fait ce qu'on lui demande de faire. Ça se voit très bien dans la première partie du film où Woody et Lenny Kravitz, car oui, Lenny Kravitz joue dans ce film, lui disent quoi faire et ne pas faire pour augmenter ses chances de gagner. Ce que fait Katniss à ce moment-là, c'est de se soumettre et de jouer le rôle qu'on lui demande de jouer. Elle sait que c'est mal, mais elle le fait. Si elle avait réellement été une femme forte, elle aurait refusé de se soumettre et serait restée qui elle est vraiment. Mais là, tout ce qu'elle fait, c'est de se soumettre. Et les seuls moments où elle entre en opposition avec les hommes, c'est quand elle les agresse gratuitement la plupart du temps. Et ça ne fait pas d'elle une femme forte. Dans ce cas-là, c'est juste une hystérique. Mais c'est pas ce qui me dérange le plus dans ce film. Ce qui me dérange, c'est que tout le monde a l'air de l'aimer, alors qu'il est plus que moyen comme film. Vas-y, cite-nous un film pour adolescents avec un personnage féminin fort qui est mieux que Hunger Games. Underworld. Et retenez bien ce film parce qu'il y a de très fortes chances qu'on en reparle. Underworld est un film américain, blablabla 2003, blablabla Liam Winsman. Il raconte l'histoire d'une guerrière vampire durant la guerre qui oppose depuis des siècles les vampires aux Lycans. En gros, c'est des loups-garous. Werewolves. Bon, le film est très imparfait, le scénar part dans tous les sens et la plupart des plans sont pompés sur Matrix. Mais il est classe. Les costumes sont classe, les combats sont stylés, la BO déchire, et ce film m'a redonné espoir. On peut faire de bons films pour adolescents sans faire du Hunger Games. Salut. Et rentrez bien, hein. Plagiat. Ils sont passés où les Burton fans? Parti? Tu veux dire que j'ai réussi à les convaincre que j'avais raison? Ah non, mais quand t'as parlé d'Underworld, ils sont allés sur Rotten Tomatoes et ils ont vu qu'il était à moins de 25%, résultat ils en ont déduit que t'avais des cookshots. Et comme il y en a un autre qui a critiqué Tim Burton, bah ils sont allés le défoncer. Oh. Ah, et tant que je te tiens, on fait quoi pour mon salaire?